Allez, dernier sujet pour ce deuxième concours blanc, l'épreuve de maths 2. Donc j'ai choisi le sujet de 2022 et comme vous avez pu constater, ces épreuves de maths 2, en fait, c'est des épreuves qui sont en un bloc, donc difficile de les saucissonner et comme pas mal de choses sont abordées dans ces sujets, c'est très difficile d'en proposer avant. Alors évidemment, il y a eu 2 épreuves au premier concours, mais pas une vraie maths 2. Donc ça, c'était la première. Je vous rappelle que ces épreuves maths 2 sont des épreuves qui sont communes à HEC, ESSEC, ESCP, EDEC et EM Lyon. Ce qui veut dire que si jamais vous présentez l'une de ces 5 écoles, vous serez confronté à l'épreuve de maths 2 et donc il vous faut vous y entraîner. C'est des épreuves qui peuvent être difficiles ou parfois pas trop. Celle-là, c'est une épreuve que j'aime bien, que je trouve intéressante mathématiquement parlant, que je trouve intéressante dans le thème qu'elle aborde et qui est très largement abordable. C'est pour ça que je l'avais choisi. Évidemment, comme c'est une épreuve de 2022, je l'ai adaptée essentiellement en ce qui concerne les questions informatiques, donc j'ai transformé en Python ce qui était à l'origine. Ces épreuves, il faut bien les lire toute la partie notation, c'est vraiment important, et ça, il y en a toujours. Ça, c'est un petit peu comme dans les épreuves HEC-ESSEC, que vous avez toujours, ou presque, une partie notation qu'il faut bien lire. Ensuite, le deuxième conseil que je vous donne, que je vous ai déjà donné en classe, mais que je répète, c'est de lire intégralement le sujet pour voir où on vous emmène. Parce que très souvent, vous avez 2-3 questions plus loin, une question qui vous est posée et qui vous aiguille sur les questions que vous êtes en train de faire, ou en tout cas qui vous dit ça il ne faut pas le faire tout de suite parce qu'on vous le demande 3 questions plus loin. Et ensuite de lire tout, ça vous permet de... alors, on ne le voit pas forcément dans la façon dont je corrige les choses, en tout cas dans ces vidéos, parce que moi des fois je saucissonne, parce que j'ai pas le temps de faire la vidéo d'un blog, donc je vais découper en 2-3 parties, et parfois quand je suis en train de corriger la fin, je me rappelle plus de ce que j'ai fait au début, le début qui était parfois la veille ou 2 jours avant, mais vous normalement vous faites l'épreuve d'un coup, donc quand vous êtes à la fin de l'épreuve, vous vous rappelez, j'espère, de ce que vous avez fait 4 heures avant. Bref, terminons ce blabla et passons à la correction de cette épreuve, donc maths 2 2022. Donc, une question préliminaire, une question vraiment toute simple. La première question, donc on vous demande de montrer que Cn, c'est la somme des xi. Si vous partez de Cn et que vous découpez pour montrer que c'est la somme des xi, c'est peut-être faisable, mais ça me paraît être un peu compliqué. Par contre, si on regarde bien xi, les xi sont exprimés assez facilement en fonction des ci, donc calculer la somme des xi devrait être gérable. Donc, on va s'intéresser à la somme pour i allant de 1 à n des xi, qui est la somme pour i allant de 1 à n des ci moins ci moins 1. C'est une somme télescopique. Et donc, on aura la somme pour i allant de... on n'aura pas la somme. On aura Cn moins C0 par télescopage. Donc on aura Cn. Conclusion. La somme pour i égale 1 à n des xi est égale à Cn. Alors ici, je n'ai pas quantifié la variable n, et pour cause, elle est quantifiée dans le sujet. N, c'est le nombre de types de vignettes qui sont à collectionner. Alors ce problème, j'ai oublié de le dire avant, c'est un problème assez simple qui s'appelle le problème du collectionneur, que l'on retrouve plusieurs fois dans ces sujets, pas toujours abordé de la même façon, ni avec exactement les mêmes informations, mais le principe est le même. Combien est-ce qu'on va devoir acheter de vignettes pour avoir la collection complète. Passons à la question 1b. Justifiez que pour tout i, la variable aléatoire xi suit une loi géométrique. Qu'est-ce que c'est que xi? L'énoncé nous dit que xi, que je reprenne la formulation exacte,
XI est le nombre d'achats supplémentaires de paquets qu'il est nécessaire d'effectuer pour obtenir une nouvelle vignette. Donc XI finalement compte non. Alors, là par contre il faut quantifier, donc je vais commencer par quantifier. I dans un N. XI est égal au rang du premier succès qui est avoir une nouvelle image. Alors plutôt qu'une nouvelle image, je vais marquer un nouveau type d'image. Alors je dis nouveau et je ne l'écris pas, mais il faut l'écrire. Un nouveau type. Alors ici, ils appellent ça des vignettes. Un nouveau type de vignette. Lorsqu'on répète de façon indépendante et identique, l'expérience de Bernoulli du tirage d'une de ces vignettes. C'est le rang d'attente du premier succès. Puisque c'est XI, on a déjà obtenu I-1 vignettes différentes. Le succès a donc pour probabilité le nombre total de vignettes moins le nombre de vignettes que l'on a divisé par le nombre total de vignettes, c'est-à-dire n moins i plus 1 sur n. Et donc, dans ce que l'on dit là-dedans, on reconnaît une loi géométrique. Donc, xi suit la loi géométrique de paramètres n moins i plus 1 sur n. C'est la loi d'un premier succès. Donc là, finalement, dans cette question, ce qui était attendu, c'est une modélisation de la situation plus qu'un réel calcul. Évidemment, on est obligé de faire un petit calcul pour ça, mais on modélise par une loi géométrique, c'était ça qui était important. Ensuite, passons à la partie 1. Question 2, donc on va s'intéresser à la somme des 1 sur k, à la somme des 1 sur k au carré. On va montrer que la somme des 1 sur k au carré converge, donc ça c'est un travail que l'on a déjà mené au cours de l'année, et déterminer une valeur approchée de la limite de Sn. On a déjà dit, même si vous n'avez pas à connaître la valeur, mais on a déjà dit que la suite Sn converge, c'est une série de Riemann, mais sa limite c'est pi2 sur 6, pi carré sur 6. Question 2a, donc je me donne un entier k supérieur ou égal à 2, et je vais m'intéresser à 1 sur k moins 1 sur k plus 1, par exemple. Ça, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, je vais mettre au même dénominateur. Je vais donc avoir k plus 1 moins k, divisé par k facteur de k plus 1, c'est-à-dire 1 sur k facteur de k plus 1. Bon. Or, eh bien, k plus 1 est forcément plus grand que k, donc k facteur de k plus 1 est supérieur ou égal à k carré, par inverse. Vous avez 1 sur k facteur de k plus 1 qui va être inférieur ou égal à 1 sur k au carré. Donc on a la première partie de l'inégalité. On va faire la même chose pour l'autre. Donc on a 1 sur k moins 1 moins 1 sur k qui va être égal à k moins k moins 1 sur k facteur de k moins 1, c'est-à-dire 1
sur k facteur de k-1. Cette fois, c'est k-1 qui est inférieur à k, donc k facteur de k-1 est inférieur ou égal à k carré. Et là aussi, par inverse, on va donc avoir 1 sur k au carré qui est inférieur ou égal à 1 sur k facteur de k-1. Et donc on a tout ce qu'il faut pour conclure. Conclusion. Pour tout k appartenant à n, dès que vous avez k supérieur ou égal à 2, eh bien on a 1 sur k moins 1 sur k plus 1, inférieur ou égal à 1 sur k au carré, inférieur ou égal à 1 sur k moins 1, moins 1 sur k. Et voilà pour cette question de A. Question de B. Montrez que pour tout entier n supérieur à 2, on a l'encadrement. Évidemment, ce que l'on va faire, c'est qu'on va sommer. Alors, le problème, c'est que l'encadrement, il n'est valable que si k est supérieur ou égal à 2. C'est pas très grave. Donc, on va se donner n supérieur ou égal à 2, d'après ce qui précède. La somme pour k allant de 2 à n, des 1 sur k moins 1 sur k plus 1, va être inférieure ou égale à la somme pour k allant de 2 à n, des 1 sur k au carré, qui elle-même va être plus petit que la somme pour k allant de 2 à n, des 1 sur k moins 1, moins 1 sur k. Bon, pas de problème. Évidemment, on a du télescopage, donc on va avoir ici 1 demi moins 1 sur n plus 1, inférieur ou égal à la somme pour k allant de 2 à n, des 1 sur k au carré, inférieur ou égal à la somme, on va avoir du 1 moins 1 sur n par télescopage. On ajoute 1 partout. Donc, vous allez avoir 1 plus 1 demi moins 1 sur n plus 1, inférieur ou égal à 1 plus la somme pour k allant de 2 à n des 1 sur k au carré, inférieur ou égal à 1 plus 1 moins 1 sur n. Et cette chose-là, ça sera donc la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k au carré, c'est-à-dire Sn. Conclusion. Pour tout n appartenant à n, n supérieur ou égal à 2 implique que 1 plus 1 demi, ça nous fait 3 demi, moins 1 sur n plus 1. Inférieur ou égal, ben ma somme c'est Sn. Et à droite, j'ai 2 moins 1 sur n. Alors évidemment, là on est content, on a un encadrement. On pourrait penser à faire du théorème des gendarmes, mais ça ne marchera pas, parce que les deux suites qui encadrent convergent, certes, mais pas vers la même limite. Question suivante. Aïe. Question C. Montrer que Sn est convergente et donner un encadrement de sa limite. Alors, vous allez me dire, il vient de nous dire qu'on ne pouvait pas appliquer le théorème des gendarmes, et on nous demande ça, donc certainement qu'on peut. Mais non, on ne peut pas. Par contre, la somme Sn, la suite Sn, est une somme de termes positifs. Elle est donc croissante. Alors, je ne vais pas marquer elle est donc parce que toutes les sommes de termes positifs ne vont pas faire des suites croissantes, mais de la façon dont est faite Sn, je pense qu'il n'est pas nécessaire de justifier que Sn plus 1 moins Sn est positif. Ensuite, pour tout n supérieur ou égal à 2, Sn est inférieur ou égal à, je crois que c'est 2 moins 1 sur n, c'est ça, qui est elle-même inférieure ou égale à 2. Bon. Donc Sn est majoré.
On a une suite qui est croissante, une suite qui est majorée, donc on va avoir une suite convergente. Sn est croissante et majorée. Donc Sn converge. Un encadrement de sa limite, eh bien comme pour tout n appartenant à n, vous avez 3 demi moins 1 sur, je crois que c'était n plus 1, c'est ça, inférieur ou égal à Sn, alors pour tout n supérieur à 2, inférieur ou égal à 1 moins 1 sur n. Cette suite-là tend vers 3 demi, cette suite-là tend vers 2, ici c'était 2 moins 1 sur n, cette suite-là tend vers S. On a donc S qui est compris entre 3 demi et 2. Jusque-là, il n'y a rien de difficile. Alors, il y a peut-être des petits pièges, mais normalement, si vous connaissez bien votre cours, ce ne sont pas vraiment des pièges. La question D. Alors, quand on regarde la question D, on a du 1 sur n plus 1, on a du 1 sur n, comme ici et là. Et quand on regarde, ça c'est la question de B, on a 3 demi et 2, on se dit, ah, bah ça va très bien aller avec ça. Sauf que on ne peut pas soustraire les encadrements membre à membre. Et donc, si on multiplie cet encadrement-là par moins 1, qui est la méthode que l'on devrait suivre, on va se retrouver ici avec le 1 sur n à gauche, le 1 sur n plus 1 à droite, le 2 ici, le 3 demi de ce côté-là. Et quand on va ajouter avec ça, eh bien, on ne va pas du tout trouver ce qu'on nous demande dans la question D. Donc là, le corrigé qui est proposé par Major Prépa, eh bien, c'est n'importe quoi pour cette question-là. Il y a une faute de seconde, en fait, qui est de ne pas changer le sens de l'inégalité quand on la multiplie par moins 1, et ça fait que ça ne fonctionne pas. Donc, alors, est-ce que quand le sujet a été conçu, parce que je ne vois pas bien l'intérêt de la question 2C, si on ne peut pas s'en resservir dans la suite, parce qu'en fait on s'en resserre jamais de cette question, surtout elle va tellement bien avec la question de D, à mon avis, celui qui a fait le sujet a lui aussi fait l'erreur, mais nous on ne va pas la faire. Donc on va montrer qu'effectivement, S moins Sn est compris entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n, mais avec une méthode qui ne va pas du tout utiliser les questions précédentes. Alors, typiquement, ce genre de questions, on va voir que c'est pas si aisé que ça à faire. À mon avis, c'est le genre de question qu'on peut passer. On va voir qu'on peut la faire, mais ça va demander vraiment beaucoup de réflexion. Donc, il va falloir s'interroger sur ce que c'est que ce S moins Sn. Soit n appartenant à n supérieur ou égal à 1, bon. S moins Sn, c'est le reste de la série, c'est-à-dire la somme pour k allant de n plus 1 à plus l'infini des 1 sur k au carré. Bon. Très bien, on pourrait se dire que cette chose-là, finalement, ça va être du 1 sur, c'est supérieur ou égal, si on veut, à 1 sur n plus 1 au carré, mais le 1 sur n plus 1 au carré, malheureusement, il n'est pas supérieur à 1 sur n plus 1. Donc ça ne... quoique... il y a peut-être une idée à creuser. Ça, c'est 1 sur n plus 1 au carré. Or, 1 sur n plus 1 est entre 0 et 1, donc 1 sur n plus 1 au carré est supérieur ou égal à 1 sur n plus 1. Et non, il est inférieur. Il est inférieur. Et donc mon idée ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. On peut réutiliser la question de A. Donc cette somme-là va être, par exemple, inférieure ou égale à la somme
pour k allant de n plus 1 à plus l'infini, des 1 sur k-1 moins 1 sur k, qui est une série télescopique. Et cette somme-là, elle est égale à 1 sur n par télescopage. De même, S moins Sn, qui est toujours cette somme-là, des 1 sur k au carré, va être plus grande que la somme pour k allant de n plus 1 à plus l'infini, des 1 sur k moins 1 sur k plus 1, qui est égal à 1 sur n plus 1 par télescopage. Ah ben finalement, c'est plus simple que j'aurais cru. C'est pas aussi simple que de soustraire les encadrements de la question 2b, de la question 2d et de la question 2c, mais c'est pas si compliqué que ça. Finalement, pour tout n supérieur ou égal à 1, vous avez 1 sur n plus 1, qui est inférieur ou égal à S moins Sn, qui est inférieur ou égal à 1 sur n. Je m'attendais à pire. C'est pas très grave. Question E. En déduire un programme Python qui permet d'obtenir une valeur approchée de S à 10-7 près. Bon. Donc, il va nous falloir une fonction. Il y a marqué un programme. On peut faire un programme ou une fonction. Alors, je vais mettre S. Je vais appeler une variable Sn. Qui vaut 0. Alors, je vais déjà faire une petite remarque avant. Donc, S moins Sn, en valeur absolue, va être inférieur ou égal au plus grand des deux, donc à 1 sur n. Donc, Sn est une valeur approchée de S à 10-7 près, dès lors que 1 sur n est inférieur ou égal à 10 puissance moins 7. C'est-à-dire dès que n est supérieur ou égal à 1 sur 10 puissance moins 7, c'est-à-dire à 10 puissance 7. De là, on en déduit le programme suivant. Donc je vais mettre S égale 0. For k in range 1,10 puissance 7 plus 1 pour avoir le dernier terme. S égale S plus 1 sur k au carré. Et à la fin, j'affiche ce résultat. Bon. Donc ça, c'est parce que j'ai fait le calcul avant qui me dit qu'il faut aller jusqu'à 10 puissance 7. Autre méthode. Je remarque que S moins Sn va être inférieur ou égal à 1 sur n. Donc, je pars toujours de S égale 0. Je vais dire, tant que 1 sur n est inférieur ou égal à 10, tant que R est supérieur strictement à 10 puissance moins 7, je vais faire S égale S plus 1 sur k au carré, en ayant mis k égale 0 au départ, en mettant k égale k plus 1. Et à la fin, là aussi, j'ajoute S. Deux façons de faire le même travail. Question 3. Montrer que pour tout entier n supérieur à 1, on a l'encadrement ln de n plus 1 sur n est compris entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n. Donc là, typiquement, il y a plusieurs
plusieurs façons de le faire. Une méthode qui fonctionne quand même assez bien, c'est... alors, on peut étudier des fonctions. Ouais. On peut étudier une fonction, je pense que ça marche assez bien. Donc, soit... Alors, est-ce qu'il y a quand même un lien entre ln de ln et 1 sur n? Avec des questions d'intégrale, ça pourrait être bien, mais alors vous n'allez pas forcément y penser. Donc, je vais prendre phi, la fonction qui a x associe ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x défini. Sur... on nous dit pour n supérieur à 1, donc 1 plus l'infini, ça va nous suffire. Phi est dérivable. Sur cet ensemble. Et il y a plus malin que ça, il y a plus malin que ça. Hop. Je pense que la meilleure façon de faire, hop. Inégalité de convexité classique. Pour tout x, je vais mettre un grand x supérieur strictement à 0, vous avez ln de 1 plus x qui va être inférieur ou égal à grand x. C'est une inégalité de convexité classique. Donc, pour tout n appartenant à n, étoile, ln de 1 plus 1 sur n est inférieur ou égal à 1 sur n. Et donc, pour tout n appartenant à n étoile, ln de n plus 1 sur n inférieur ou égal à 1 sur n. Hop, cette partie-là, c'est réglé. Ensuite, il faut montrer que c'est plus grand que 1 sur n plus 1. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Par ailleurs, donc ln de n sur n plus 1 c'est-à-dire ln de n plus 1 moins 1 tout sur n plus 1, c'est ln de 1 moins 1 sur n plus 1. Est-ce que c'est vraiment utile? Oui, parce qu'on va pouvoir s'en sortir là aussi avec de la convexité. Donc la fonction phi définie sur moins l'infini 1 par phi de x égale ln de 1 moins x et dérivable, et même C2, sur son ensemble de définitions. Si je me donne x appartenant à moins l'infini 1, vous avez phi prime de x qui est égal à u' sur u et phi seconde de x qui sera égal à moins multiplié par moins 1, donc plus u' sur u carré qui est donc négatif, donc phi et concave. La tangente en 0, la courbe de phi a pour tangente en 0, la droite d'équation y égale f' de 0 qui va faire moins 1 multiplié par x moins 0 plus
f de 0 qui vaut, où est-ce qu'il est mon f de 0 qui vaut 0, oups, plus 0, c'est-à-dire moins x. Donc, pour tout x appartenant à moins l'infini 1, vous avez ln de 1 moins x qui par comment dire, qui par concavité va être inférieur ou égal à moins x. Donc, pour tout n appartenant, alors où est-ce que, pour tout n supérieur ou égal à 1, vous avez 1 sur n plus 1 qui appartient à moins l'infini 1, puisque c'est dans 0, 1. Donc, ln de 1 moins 1 sur n plus 1, qui va être inférieur ou égal à moins 1 sur n plus 1. En multipliant par moins 1, on en déduit que pour tout n supérieur ou égal à 1, 1 sur n plus 1 va être inférieur ou égal à ln de moins ln de 1 moins 1 sur n plus 1, qui vaut, d'après ce que j'ai écrit au-dessus, ln de n sur n plus 1. ln de n plus 1, pardon, qui vaut, je vais réécrire les choses, hop, qui vaut ln moins ln de n sur n plus 1, c'est-à-dire qui vaut ln de n plus 1 sur n. Conclusion. Pour tout n supérieur ou égal à 1, 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à ln de n plus 1 sur n est inférieur ou égal à 1 sur n. Il y a d'autres façons de faire. On pouvait s'en sortir avec des intégrales, on pouvait s'en sortir en étudiant la fonction qui à x associe ln de x plus 1 sur x moins 1 sur x. Et l'autre, mais c'était beaucoup plus long que ça. Surtout que la première partie, l'inégalité de convexité, elle est classique. Question B. En déduire que un est compris entre 0 et 1, donc soit n supérieur ou égal à 1, vous avez un qui est égal à hn moins ln de n, c'est-à-dire la somme pour k allant de 1 à n d 1 sur k moins ln de n. Très bien. Et donc, si je somme l'expression qui est ici, d'où pour tout n supérieur ou égal à 1, vous avez la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k plus 1, qui va être inférieur ou égal à la somme pour k allant de 1 à n des ln de k plus 1 moins ln de k, que j'écris comme ça. Alors ça, c'est ln de k plus 1 sur k, qui va être plus petit que la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k. Bon, on a donc, en faisant un petit changement d'indice ici, la somme pour k allant de 2 à n plus 1 des 1 sur k, inférieur ou égal à cette somme-là, par télescopage, on va avoir du ln de n plus 1. Est-ce qu'il faudrait bien... ici, on va bricoler. Pour n plus grand que 1. Alors ici, si je mets ça ici, je vais avoir du hn. Ici, j'aurai du ln de n. Bon, je vais continuer comme ça. Plus petit que cette chose-là, c'est hn, exactement. Ok, donc ici,
Hn est plus grand que ln de n plus 1. Bon, ce qui me permet quand même de conclure que pour tout n supérieur ou égal à 1, Hn est supérieur ou égal à ln de n plus 1, donc supérieur ou égal à ln de n, donc Hn moins ln de n est supérieur ou égal à 0. On vient de montrer, on a donc un supérieur ou égal à 0. Très bien. Et ensuite, en reprenant cette chose-là que je vais appeler 1, pour n-1, on a, pour tout n supérieur ou égal à 2, ici à gauche, j'ai la somme pour k allant de 2 à n des 1 sur k, inférieur ou égal à ln de n, inférieur ou égal à h n moins 1 sur n. Et ici, ça c'est égal à hn moins 1. D'où, pour tout n supérieur à 2, hn moins 1 plus petit que ln de n, plus petit que hn moins 1 sur n. Donc, je pense qu'on va même avoir tout. Donc, pour tout n supérieur à 2, j'ai 1 sur n moins hn, inférieur ou égal à moins ln de n, inférieur ou égal à 1 moins hn. J'ajoute hn partout. J'ai donc 1 sur n, plus petit que hn moins ln de n, inférieur ou égal à 1, et cette chose-là est plus grande que 0. Conclusion. Pour tout n supérieur à 2, on a bien un qui est compris entre 0 et 1. Par ailleurs, u1, c'est h1 moins ln de 1, c'est-à-dire que h1 vaut 1, donc u1 appartient à 0,1. Conclusion globale. Pour tout n supérieur ou égal à 1, on a bien un qui est compris entre 0 et 1. En fait, la première partie, là, elle est vraie, mais elle n'est absolument pas utile. J'aurais dû suivre mon idée et tout de suite partir sur l'application de la formule au rang n-1 et non pas au rang n. Question C. Montrer que la suite un converge vers une certaine limite. Bon. Notre suite un, elle est minorée, elle est majorée, donc il va falloir qu'on étudie sa monotonie. Soit n appartenant à n étoile, un plus 1 moins un, c'est donc hn plus 1 moins ln de n plus 1, moins hn plus ln de n, c'est-à-dire quand je fais hn plus 1 moins hn, j'ai juste 1 sur n plus 1. 1 sur n plus 1 moins ln Si je mets un moins, je vais avoir moins ln de n plus 1 sur n. Oui. Or, d'après la question 3a, ln de n plus 1 sur n est supérieur ou égal à 1 sur n plus 1 pour tout n, pour n supérieur à 1. Donc, un plus 1 moins un est supérieur à 0. un est croissante. Hop, la suite un est croissante.
majoré par 1, donc elles convergent. Comme vers gamma appartenant à R, comme pour tout n supérieur à 1, 0 plus petit que un plus petit que 1, on a gamma appartient à 0,1. Conclusion, un converge vers un réel gamma de 0,1. Hop. Question 4. Justifier l'existence de l'espérance de Cn et montrer que l'espérance de Cn est égale à n multiplié par Hn. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette variable aléatoire Cn? On a Cn qui est égal à la somme pour i allant de 1 à n des xi, et pour tout i dans un n, xi suit la loi géométrique de paramètres n-i plus 1 sur n. Donc, xi, donc pour tout i dans un n, xi admet une espérance. Donc par somme, Cn admet une espérance. Une somme de variables aléatoires qui admettent toutes des espérances va admettre une espérance. C'est l'une des propriétés du cours. Ensuite, il nous faut la valeur de cette espérance. Pour tout i appartenant à 1 n, l'espérance de xi, espérance d'une loi géométrique, c'est l'inverse du paramètre, donc on va avoir n sur n moins i plus 1. Donc, par linéarité de l'espérance, l'espérance de Cn, ça sera donc la somme pour i allant de 1 à n des espérances de xi, c'est-à-dire la somme pour i allant de 1 à n des n sur n moins i plus 1, c'est-à-dire n multiplié par la somme pour i allant de 1 à n des 1 sur n moins i plus 1. On va faire un petit changement d'indice. Et donc on va avoir n multiplié par la somme pour j allant de quelque chose à quelque chose en posant j égale n moins i plus 1. Lorsque i vaut 1, on a n moins 1 plus 1, ce qui nous fait n. Et lorsque i vaut n, on a n moins n, donc j à 1 des 1 sur j. Et on trouve n hn. Conclusion. E de Cn est égal à n hn. Question 4, question 5, pardon. Justifier de l'existence et de l'existence de la variance de Cn. Donc, de même, pour tout i appartenant à 1n, xi admet une variance. Par somme, il en va de même pour Cn. Cette variance, elle va s'exprimer soit comme somme des variances si jamais il y a de l'indépendance, ou alors comme une somme de variance et de covariance si jamais il n'y a pas d'indépendance. Donc, Cn admet une variance. La grande question qui va se poser, c'est est-ce que les variables aléatoires xi sont ou ne sont pas indépendantes?
Et là, c'est l'énoncé qui va nous le dire. On suppose que les variables aléatoires x1, x2, xn sont mutuellement indépendantes. Donc par indépendance, la variance de Cn sera égale à la somme pour k allant de 1 à n des variances de Ci, c'est-à-dire la somme pour k allant de 1 à n, géométrique, donc 1 moins p sur p2, 1 moins p n moins i plus 1 sur n, divisé par p2, n moins i plus 1 sur n, au carré. Ce qui n'est pas très sympathique comme somme, mais on va pouvoir arranger les choses. On a donc la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur n moins i plus 1 sur n au carré, moins la somme pour k allant de 1 à n des n moins i plus 1 sur n, divisé par n moins i plus 1 sur n au carré. Donc la première somme, ici, je vais multiplier par n carré. Je vais faire le même changement d'indice que tout à l'heure, que j'aurais pu faire avant, somme pour J1 des 1 sur J au carré. Moins, ici j'ai une simplification qui se pose, et je vais donc avoir la somme pour k allant de 1 à n, des 1 sur n moins i plus 1 sur n. Donc ici, là, en posant j égale n moins i plus 1 sur n. Et donc je vais avoir, alors cette somme-là, est-ce que ce ne serait pas la même que la précédente? Eh bien si, donc on va voir n carré Sn moins n Hn. Conclusion, la variance de Cn vaut n carré Sn moins n Hn. Et on a terminé cette question 5. Passons à la question 6. Montrez que pour tout réel A positif, P de Cn moins NHn supérieur ou égal à AN est inférieur ou égal à S sur A carré. Donc Cn est une variable aléatoire admettant une espérance et une variance. Donc on va pouvoir appliquer une inégalité connue. D'après l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, pour tout A positif, la probabilité d'avoir Cn moins NHn supérieur ou égal à n multiplié par A, donc AN, c'est-à-dire la probabilité d'avoir Cn moins l'espérance de Cn supérieur ou égal à AN est inférieure ou égale à la variance de Cn divisé par AN au carré. Or, la variance de Cn sur AN au carré, c'est donc n carré Hn moins n carré pardon Sn moins n Hn sur c'est AN au carré sur A carré n carré, c'est-à-dire que ça vaut Sn sur A au carré moins Hn sur A au carré multiplié par n.
Très bien. Donc, il va falloir maintenant montrer, alors évidemment, cette chose-là converge sans problème vers ce qu'il nous faut. Mais on ne veut pas de la convergence pour la question 6a. On veut montrer, en fait, que c'est plus petit que S sur A carré moins quelque chose. Alors, déjà, évidemment, Hn est positif, donc ça va être inférieur ou égal à Sn sur A carré, car Hn sur A carré n positif. Et Sn étant croissante, Sn sur A carré est inférieur ou égal à S sur A carré. Nous, pour tout n, non, il n'y a pas de pour tout n ici, c'est pour tout a supérieur à 0. La probabilité d'avoir valeur absolue de Cn moins Nhn supérieur ou égal à An est inférieure ou égale à S sur A carré. Question B. Dans cette question B, alors on a une forme qui ressemble un petit peu à celle de la 6a. Montrer que P de Cn moins ln de n, Cn sur n pardon, moins ln de n supérieur à C inférieur ou égal à S sur C moins 1 au carré. Donc si on regarde ce qui précède, eh bien, il y a des liens, notamment alors le ln de n et le hn sont liés par la suite un, et on a comme information que pour tout n, un est entre 0 et 1, donc on va avoir un lien entre hn et ln de n. On a un lien, deuxième lien, donc en multipliant par n ce qu'il y a dans la probabilité, et donc on aurait du Cn, et ce qu'il y a avant, ça nous fait penser qu'il faudrait avoir du C-1. Bon, donc ça c'est notre phase d'analyse. On va montrer que l'ensemble qui nous intéresse, c'est-à-dire que Cn sur n moins ln de n, en valeur absolue supérieure ou égale à C, alors il faut qu'il soit inclus dans, pour que ça fonctionne, Cn sur n moins hn inférieur ou égal à C moins 1. De cette façon, ici, alors ici c'est hn, c'est pas h1, en multipliant par n, on aura Cn moins nhn inférieur, pardon, j'ai marqué inférieur mais c'est supérieur, à C-1 multiplié par n, et on pourra appliquer la question 6a. Première chose, d'après la question 3b, eh bien pour tout n appartenant à n étoiles, on n'a que un est compris entre 0 et 1. Donc si je me donne n appartenant à n étoiles, alors on a hn moins ln de n qui est compris entre 0 et 1. Et évidemment, moi je vais partir de ça. Il faudrait sans doute avoir du hn, d'où hn est compris entre ln de n et 1 plus ln de n. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt moins hn. Donc, on va avoir moins 1 moins ln de n, plus petit ou égal que moins hn, plus petit ou égal que moins ln de n. Bon. Donc, je me donne ensuite oméga appartenant au premier ensemble, c'est-à-dire ceux pour lesquels Cn de n moins ln de n est supérieur ou égal à C. Et là, il peut se passer deux choses. Premier cas, vous avez Cn sur n moins ln de n. Alors Cn sur n de oméga moins ln de n est supérieur ou égal à C. Très bien. Donc moi, ce qui m'intéresse,
serait de regarder cette chose-là. Alors, vous ne voyez pas bien parce qu'il y a ma tête, et en fait, ma tête, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de montrer que cette chose-là est vérifiée. Donc, je vais m'intéresser à Cn de oméga sur n-hn, sans valeur absolue, et évidemment, à la fin, mon objectif, ça sera de remettre des valeurs absolues. Donc, Cn de n moins hn, qu'est-ce que je vais pouvoir en dire ? Eh bien, je sais que hn, donc il faut que je montre que c'est supérieur à ça. Or, moins hn est supérieur à moins 1 moins ln de n. Donc cette chose-là va être supérieure ou égale à Cn de oméga sur n, moins 1 moins ln de n. C'est-à-dire que ça va être supérieur à C moins 1. Donc si cette chose-là est plus grande que C moins 1, C étant plus grand que 1, donc on en déduit que Cn de oméga sur n moins hn en valeur absolue est plus grand que C moins 1. D'où rien du tout. Il faut que j'ai les deux. Donc ça marche bien pour le premier. Deuxième cas, on a Cn de oméga sur n moins ln de n qui va être inférieur ou égal à moins c. C'est les deux possibilités pour être dans cet ensemble-là. Et là aussi, je vais m'intéresser à ce Cn de oméga sur n moins hn. Bon. Et là, il faudrait que je montre qu'on est inférieur ou égal à ça. Or, où est-il ? Moins hn est inférieur ou égal à moins ln de n. Donc ça va être inférieur ou égal à Cn de oméga sur n moins ln de n. Et ça, c'est inférieur ou égal à moins c. Inférieur ou égal à moins c, qui est inférieur ou égal à moins c moins 1. D'où, comme c moins 1 est négatif, comme moins c moins 1 est négatif, valeur absolue de Cn de oméga sur n moins hn, puisque c'est ça que l'on voulait, est supérieur ou égal à c moins 1. Conclusion dans tous les cas. On a donc, quel que soit oméga appartenant à mon premier ensemble qui est Cn sur n moins ln de n supérieur à c, oméga appartient à Cn de oméga sur n moins hn supérieur ou égal à c moins 1. Donc, Cn sur n moins ln de n supérieur à c est inclus dans Cn sur n moins hn supérieur à c moins 1. Et donc, comme j'ai une inclusion, je vais avoir des choses en probabilité. Donc, la probabilité de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire de Cn sur n moins ln de n supérieur à c, va être inférieure ou égale à la probabilité de Cn sur n moins hn supérieure à c moins 1. Or, cette probabilité, qu'est-ce qu'elle vaut ? Elle vaut la probabilité d'avoir Cn moins nhn supérieur ou égal à c moins 1 multiplié par n. Et cette probabilité, elle est inférieure ou égale à s sur c moins 1 au carré, d'après la question 6a. Et on a exactement ce qu'on veut. Conclusion. La probabilité que Cn sur n moins ln de n soit supérieur ou égal à c est inférieur ou égal à s sur c moins 1 au carré.
Question pas évidente, mais en analysant bien la situation, en faisant le lien, là pour le coup le lien fonctionne. Question C, et on en aura terminé de cette première partie. Pour cette question, on suppose que n est égal à 10 puissance 6. On donne l'approximation ln de n environ 13,816. Montrez que P de Cn sur n entre 7,81 et 19,92 est supérieur ou égal à 0,92. Donc déjà ici on peut remarquer une chose, hein. La probabilité d'avoir Cn sur n moins ln de n supérieur à C, c'est la probabilité que la distance entre C et ln de n soit supérieure ou égale à C, c'est-à-dire que Cn sur n n'appartient pas à l'ensemble ln de n moins C, ln de n plus C. Bon. Et là, on nous demande le contraire, on nous demande la probabilité d'être dedans. Très bien. Donc, la probabilité d'avoir Cn sur n appartenant à ln de n moins C, ln de n plus C, va être supérieure ou égale à 1 moins S sur C moins 1 au carré, d'après la question précédente. Et c'est ça qu'on va utiliser. Alors, petit problème là-dedans, on ne connaît pas S. Alors, est-ce qu'on nous dit... non, je crois qu'on ne nous a pas dit que S était égal à pi carré sur 6. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Pour ce faire maintenant, il faut que donc ln de n est environ égal à 13,816. Bon. Ln de n moins c, c'est pas ln de c, c'est ln de n moins c, ça serait 7,81. Bon. Donc, il faudrait prendre, alors comme c'est comme par valeur inférieure, donc ln de n est supérieur ou égal à 13,81. Donc C égale 6. Et si on regarde ln de n plus C, sera donc supérieur ou égal, dans ce cas-là, à 13,82 plus 6, c'est-à-dire 19,82. Alors, problème, l'énoncé dit 19,92. C'est pas très grave, je pense que c'est une erreur de frappe plus qu'autre chose, mais on va faire ce qu'on nous demande, hein. Donc, d'après ce qui précède, la probabilité d'avoir Cn sur n appartenant à 7,81, 19,82 va être supérieur ou égal à 1 moins S sur 5, 6 moins 1 au carré, c'est-à-dire 1 moins S sur 25. Or, on a un encadrement pour S. Je crois qu'on avait 3 demi-2. On va vérifier. Alors, ça commence à remonter un petit peu. Ça remonte même pas mal. Oui, 3 demi-2, c'était bien ça. Ma mémoire était bonne. Donc ici, S est entre 3 demi et 2. Donc, S sur 25 est entre 3 cinquantièmes et 2 sur 25. Donc, moins S sur 25 va être compris entre moins 2 sur 25 et moins 3 sur 50. Donc, il n'y a plus qu'à ajouter 1. 1, 25 moins 2, donc 23 sur 25. Plus petit que 1 moins S sur 25. Plus petit que 47 sur 50. Bon.
Et donc, 1 moins S sur 25 va être plus grand que 23 sur 25. Or, 23 sur 25, ça nous fait 46, 92 sur 100, 0,92. Conclusion, on a donc la probabilité d'avoir Cn sur n appartenant à 7,81, 19, 82, qui va être supérieur ou égal à 0,92. C'est pour ça que je pense que le 19,82 était là. Alors ça, je vais l'encadrer, parce que je pense que c'est ça qui était la réponse attendue. Mais d'un autre côté, or, la probabilité d'avoir Cn sur n appartenant à un intervalle qui est encore plus grand, elle est supérieure à cette probabilité-là. Hein. Alors par contre, s'ils avaient mis 19,72, là ça ne marchait plus. Hein. D'où on a bien ce qu'on nous demandait, c'est-à-dire la probabilité d'avoir Cn sur n appartenant à 7,81, 19,92 est supérieur ou égal à 0,92. Et voilà ce qui termine cette première partie.